Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinar. Ravi de vous retrouver en ce début du mois de juin. Voilà, à chaque fois qu'on a un webinar, je réalise à quel point le temps défile. On est déjà début juin. Bonjour, je vois que Stéphanie est là. On a Sabina qui est là aussi. Je vois que ça tapote dans le chat. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne pour vous? Comme ça, on y va, on se lance. Bonjour Sarah, bonjour Claire. Bonjour Marie, Florian, Angélique. Bon, je vois des bonjours, c'est que ça va, c'est que c'est bon. Bienvenue à tous, on est super ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Instant RH. Ce mois-ci, aujourd'hui en tout cas, on a décidé d'aborder le sujet de l'IA, qui est vraiment le sujet, je crois qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler de l'IA. Et le but aujourd'hui, c'est de clarifier plein de choses autour de ce sujet et de voir à quel point ça peut impacter la fonction RH et des sujets plus précis comme les compétences ou l'apprentissage. J'espère que ce sujet vous plaira. Et pour traiter de ce sujet, on a deux invités aujourd'hui. On est là pour à peu près 45 minutes tous ensemble. N'hésitez pas à rebondir, poser vos questions, c'est votre webinaire. Et puis évidemment, on passera du temps enfin pour venir sur les potentielles questions qui auraient été restées en suspens éventuellement. Donc, pour ce sujet, on a aujourd'hui Vincent et Claire à qui je vais donner la main pour se présenter en 2-3 mots, nous expliquer ce qu'ils font de beau, pourquoi ils sont là aujourd'hui, et puis on pourra se lancer dans le vif du sujet. Qui veut prendre la main en premier? Allez, Claire. J'y vais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anaïs, bonjour Claire. Vincent. Donc, je suis Claire Pascal, je suis directrice générale de Comundi. Et donc, Comundi s'intéresse de très, très près au sujet de l'intelligence artificielle, puisque j'ai déjà eu le plaisir d'animer des webinars avec beaucoup de monde. On était contents d'ailleurs du succès sur ces sujets-là. Et puis, on a cherché chez Comundi à avoir, j'allais dire, une double approche de l'intelligence artificielle en termes de développement de compétences. À la fois, comment accompagner nos clients RH sur l'évolution de leur mission et la compréhension globale des impacts de l'IA sur la manière dont ils mènent à bien leurs tâches. Et puis de l'autre côté, c'est comment derrière l'IA va à la fois impacter de manière ponctuelle, plus ou moins ponctuelle, les différents métiers qui sont les métiers que nous couvrons en tant qu'entreprise de formation continue. Et puis aussi comment, et c'est surtout ça aussi qui nous intéresse, c'est comment finalement l'IA vient impacter les postures professionnelles. Et on a des gros sujets qui sont du rapport entre l'IA et puis les soft skills et les postures professionnelles et le rapport homme-machine. Alors Vincent Drouot, à qui je vais laisser la parole immédiatement, est un de nos formateurs Comundi qui intervient beaucoup avec nous sur ces questions et on avait envie, Vincent et moi, de faire un petit duo autour de ces sujets-là pour essayer de vous faire partager l'état de nos réflexions et ce qu'on voit et ce qu'on a envie de partager avec vous sur la manière dont l'IA aujourd'hui nous fait encore plus entrer, s'il en avait encore besoin, dans une ère de compétences et quelles sont les stratégies compétences qu'on développe autour de ces nouvelles technologies. Vincent, je vous laisse la main. Oui, merci Claire. Alors, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'en 15 jours, c'est-à-dire qu'Anaïs et Claire, on s'est vu il y a 15 jours pour préparer ce webinaire, et en 15 jours, les annonces qui ont été faites ont été révolutionnaires. Donc, tout ce qu'on s'est dit il y a 15 jours est plus vrai. Comme quoi. et que je pense que dans 15 jours, toutes les annonces IA qui vont sortir vont encore rebattre les cartes. Donc, en effet, l'IA, c'est aujourd'hui le gros sujet, avec autant la fascination que l'effrayement. Ça fait peur en même temps. Avec tous les avantages que ça apporte et puis les changements que ça peut apporter sur la gestion de la compétence, sur les métiers, et puis dans les RH forcément. C'est ce qu'on a commencé à regarder avec Claire quand on commence à creuser. Et puis on est allé regarder des documentaires, des études qui sont sorties il y a pas longtemps, pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on est tous en train de se poser des questions. Et moi, pour me présenter rapidement, j'ai été 2 fois start-upper dans les tout débuts du web en 96, et puis au tout début de la sortie de l'App Store en 2009. Donc j'ai mis pas mal le nez dans les histoires de changements technologiques, mutation technologique. Et puis j'ai commencé l'informatique, j'avais 11 ans, avec un TRS-80, et j'avais l'écran noir comme dans Matrix avec le petit carré vert qui clignotait. Donc ça a été mon parcours techno et entrepreneur. Et puis l'autre partie, c'est que je suis ingénieur pédagogique depuis 15 ans. Et donc ça, quand j'ai vu l'intelligence artificielle arriver, telle qu'elle est avec ChatGPT, qui est le plus connu aujourd'hui,
je me suis dit, tiens, à quoi ça peut servir? Et j'ai très vite réussi à faire énormément de choses. Donc aujourd'hui, dans les métiers de la formation, ne serait-ce que sur le Calliope, ChatGPT est franchement très utile. Et puis aussi pour essayer de faire des meilleures formations. ChatGPT connaît très bien la neuropédagogie, connaît très bien les méthodes pédagogiques, et donc on peut lui faire travailler tous les contenus qu'on peut avoir en formation. Donc on a forcément une mutation, une transformation dans tous les métiers, même moi en tant que formateur ou ingénieur pédagogique. Super. Je pense que ça annonce un webinaire passionnant, parce qu'il faut le dire, Vincent, il est passionné du sujet. Et d'ailleurs, Vincent, si je dis pas de bêtises, vous avez préparé un petit sondage en intro pour stimuler un petit peu tout le monde et vous interroger un peu sur votre culture de l'IA, si vous voulez bien nous partager l'écran. Oui. Alors, je vais passer la main à Claire. Pardon, ce qui est intéressant de dire, c'est que souvent l'IA, c'est la barrière de l'IA, c'est une barrière de notions, parfois de mots, de termes. Et donc avec Vincent, on va essayer de dépasser ça pour que tout le monde se sente hyper à l'aise sur tous les concepts et qu'on aille plus vite pour essayer de les creuser. Voilà. Alors, je vais passer la main à Claire parce qu'elle va nous présenter le sommaire et après, je lance le petit quiz. Juste avant de rentrer effectivement dans cette petit sondage qui va nous permettre de l'interaction entre vous. Donc, on a prévu un triptyque avec Vincent pour ce webinaire. La première partie, une fois qu'on aura essayé de débroussailler un petit peu tous ces sujets j'allais dire, de terminologie et d'acculturation globale, on va essayer de pouvoir identifier un peu comment l'IA s'invite dans le contenu des métiers et va bousculer les compétences. Donc, à la fois, l'idée, c'est les compétences des professionnels des RH, mais aussi les compétences de l'ensemble des actifs. Donc, c'est vraiment cette vision globale. On va essayer en tout cas, de planter un certain nombre d'éléments de décor. Ce qui va nous amener ensuite à voir comment l'IA est un outil pertinent au service de l'évaluation des compétences. Donc là, du coup, aussi, on va évoquer le rapport homme-machine, mais surtout aussi comment derrière l'IA peut nous faire gagner du temps et peut nous permettre d'identifier davantage les compétences et la cartographie de compétences. Et puis, en troisième temps, on parlera de l'IA au service du parcours d'apprentissage. Donc, vous voyez, on est dans un entonnoir qui part globalement du sujet RH pour arriver plus particulièrement au sujet d'apprentissage. Et tout ça, ce qui fait sens à tout ça, c'est que tout ça, ça répond à des stratégies d'apprentissage et de stratégies compétences qui vont être, j'allais dire, revisitées, qui sont revisitées en permanence. Et comme disait Vincent, le temps passant avec l'ensemble des technologies qui évoluent très rapidement, qui sont en permanence revisitées. C'est important pour vous, comme c'est important pour nous, de se tenir au courant et être au fait de tout ça, parce que ça bouge très, très, très vite. Et c'est pour ça que Vincent va tout de suite nous faire passer un petit test, un petit sondage pour voir un petit peu où on en est de notre connaissance. Alors, je laisse la parole à Vincent sur notre petit sondage. Oui, voilà. Alors, je propose donc une petite interaction ensemble. Et vous pouvez soit utiliser votre smartphone pour scanner le QR code, et puis dans le chat, je vais mettre le lien pour tout le monde. Voilà, c'est un lien. Vous pouvez aussi répondre via un navigateur, si vous êtes plus à l'aise. En tout cas, via le QR code. Et nous, on va pouvoir vérifier ensemble le nombre de personnes qui sont en train de répondre. Et c'est le petit chiffre qui défile tout en bas. Vous voyez, on a là 7, 8, 9, 10, donc 11. Eh bien, moi aussi, je le fais. Allez. Moi aussi, je le fais. Allez. C'est le plus intéressant. Soyons fous. Soyons fous. Bon, je vous rassure, il n'y a qu'une seule. Il n'y a rien à gagner en plus, Vincent. Oui. Oh, mince. Comment ça, il n'y a rien à gagner? Ah, si, un replay. Il y a un replay à gagner. Il ne faut pas négliger ça, effectivement. Et je vous rassure, dans les questions, il n'y a qu'une seule question technique qui viendra à la fin. Mais ça va nous aider à lancer la discussion. Donc, on a actuellement le nombre de personnes qui sont arrivées déjà. Donc, on a 168 personnes. Donc, on a 100, bientôt, on aura tout le monde qui va être connecté. Et donc, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui vous vient en tête? Hop, alors. On peut répondre plusieurs fois. Voilà. Alors, l'idée, c'est de lancer des mots-clés. Vous pouvez lancer un mot par un mot.
des fois 2 mots l'un après l'autre, mais vous pouvez lancer autant de mots que vous voulez, ça va construire un nuage de mots. L'idée, c'est qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous pensez à l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme même des émotions, des impressions? Et puis aussi, ça peut être des mots-clés. Hein. Si c'est ChatGPT qui vient en premier, vous tapez ChatGPT, vous l'envoyez. Et puis, je vous invite donc à envoyer plein de mots. Voilà. Et donc, on a déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà presque 300 mots qui sont arrivés. Et dans cette activité, moi, je me sers beaucoup ça en formation, au début des formations, justement. C'est quand les mots qui vont être les plus répétés par tout le monde vont être les plus gros au centre du nuage. Ah, ça va être intéressant. Ça va donner une tendance. Voilà, exactement. Et donc là, c'est vrai que sur les 150 personnes, 170 personnes qui sont présentes là ce matin, on a déjà presque 400 mots qui ont été envoyés. Donc ça va nous donner une bonne tendance. Oui. Alors, je réponds à la question. On me demande pour le replay. Oui, le replay, il est généré automatiquement et vous le recevez dans votre boîte mail, Nora. Donc, vous voyez, vous avez rien à faire, ça vient tout seul. Ouais, il y a de l'IA partout. Hein. Voilà. Ça, c'est déjà de l'IA. Voilà. Donc, c'est super. On peut peut-être regarder maintenant nos Allons-y, résultats. hein. Allez, moi j'ai trop envie de voir, moi. Bah oui, c'est magique, hein, ces trucs-là. Voilà, on est à... Il y a énormément de votes. Je suis impressionnée par la participation. Merci à vous tous déjà hein, de jouer le jeu. Oh, alors, hop. Ah, puis alors ça n'arrête pas vu que ça continue de... Exact, mais en tout cas, là, c'est marrant de voir ce qui ressort. Hein. Bon, on a fait exprès, on n'a pas partagé le nuage pendant que les gens votaient pour être sûr que ça n'influence pas les votes. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la chose qui vient à l'esprit en premier, c'est la rapidité. Wow, ok. Florence qui dit 6 réponses. Non, je crois que c'est pas 6. Hein. Là, il y en a, je sais pas combien. 442, le petit chiffre en bas. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez chacun, hein, voilà. Donc il n'y a pas de limite. Hein. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc là, sur 442 mots qui ont été envoyés ce matin, c'est incroyable, que les mots les plus répétés ont été rapidité, aide. Ça, c'est les deux les plus répétés. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran? Parce qu'il y a Candy qui nous dit qu'elle ne voit pas le partage, mais non, apparemment ça fonctionne pour tout le monde. Ok. Donc peut-être recharger la page pour ceux qui ne voient pas le partage d'écran. Oui, ça défile. Hein. Donc en effet, hein, c'est dynamique en plus, là on a 447 mots. Alors, rapidité, c'est celui qui est au centre. Voilà. Donc vous sentez que l'IA va améliorer la rapidité, je pense, dans le travail, sur l'aide. Forcément, hein, c'est surtout que les IA sont programmées. D'ailleurs, vous voyez quand vous prenez les conditions générales d'utilisation de ChatGPT, si on prend l'IA la plus connue en IA générative, ChatGPT est écrit: tu es là pour aider l'être humain, tu es là pour l'assister. Donc, il est programmé pour être un assistant. Donc, en effet, c'est une aide. Et après, ce qu'on voit, donc ChatGPT, forcément, qui est répété. Révolution, gain de temps, robot. Efficacité, donc c'est génial, voilà. Donc on voit bien, hein, on associe automatiquement le mot rapidité, aide, gain de temps et automatisation avec l'IA. Donc aujourd'hui c'est intéressant parce que l'IA c'était pas forcément ça il y a quelques années. Alors on va passer à la deuxième question. Voilà. Alors la deuxième question. On vous connaisse mieux, hein, voilà, c'est juste pour ça. Oui. Quelle est votre fonction, hein, si vous voulez simplement nous indiquer. Ça nous permet d'orienter un petit peu aussi le discours. Par rapport au nuage de mots-clés, souvent quand on parle de l'IA, en fait, il y a une IA qu'on utilise nous tous depuis très longtemps qui s'appelle un GPS. Et aujourd'hui, quand on utilise un Google Maps ou l'application Plan sur un iPhone, c'est de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ChatGPT a des modules qui sont très proches. Moi, quand j'explique pour mettre à l'aise les personnes par rapport à comment fonctionne ChatGPT, en fait, c'est très très proche d'un Google Maps. Alors aujourd'hui, c'est intéressant là, sur 95 réponses. On a une majorité de RH ou professionnels de la formation. Sans grosse surprise, l'audience culture RH est très RH. Oui. Super. On passe à la question suivante. Voilà, donc maintenant, c'est pour vous, sur quelle mission pensez-vous que les IA peuvent vous aider? Est-ce que ça peut être donc sur le onboarding, sur le recrutement, sur l'écriture des documents, comme les fiches de poste par exemple, ou alors de pouvoir travailler sur la cartographie des compétences, ou encore sur l'élaboration des plans de compétences?
ce qu'on appelait avant les plans de formation. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'on a en effet une grande tendance là sur plus de 40%. L'écriture des documents, ouais. L'écriture des documents, oui. Donc, alors juste pour compléter, pour faire un éclairage par rapport à ce que vous les réponses qui sont affichées, il y a une étude sur le NeoBrain. Les attentes des professionnels des ressources humaines en matière d'IA sont centrées pour 78% autour de la suggestion de bons dispositifs de formation. Ensuite, l'évaluation des compétences et ensuite la gestion de carrière. Donc, vous voyez, ça reprend exactement. Et dans la gestion de carrière, il y a pas mal de choses aussi à regarder qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Excellent. Et là, Vincent, pour répondre à ces questions, il suffisait de rester connecté sur le WooClap de base, parce que j'ai des personnes qui me demandent comment on fait pour répondre. Non, ça défile, les questions défilent. Alors, je peux réafficher le QR code. Je pense que certains avaient peut-être fermé et étaient partis du questionnaire. Et par rapport à l'utilisation de l'IA, il y a Jamel qui a ajouté, pour lui, c'est autre, c'est plutôt sur, parce que il a marqué architecte SIRH. Alors, je sais pas si Jamel travaille avec un SIRH ou évoque l'IA pour mettre en place un SIRH, s'il veut bien nous clarifier ça. Et Gaëlle qui dit, elle aimerait en sélectionner plusieurs, en fait. Bien sûr, moi aussi, mais bien sûr, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est plusieurs. Mais là, on essaye de vous demander quelle était, j'allais dire, la réponse qui venait en premier, quand même sur de la spontanéité pour qu'on puisse mesurer un petit peu ce que vous avez en tête. Et puis, du coup, on vous pose la question sur comment est-ce que vous utilisez déjà ChatGPT dans votre travail. Et on voit que c'est plutôt pas du tout, un peu, c'est quand même intéressant de le voir, hein, Vincent. Absolument, oui. Et ça rejoint les chiffres qui sont sortis de l'étude de chez Reuters et l'université d'Oxford, qu'on peut trouver assez facilement, qui montre qu'il faut quand même mettre en perspective que ChatGPT a mis 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. 5 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de courbe d'adoption, ça a été une ligne droite. Et ils ont mis 2 mois à avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc c'est jamais arrivé dans la techno. À chaque fois, il y avait toujours une lenteur. Et donc, malgré ça, en France, on n'est que 2% à l'utiliser quotidiennement. Alors, il y a Solène que je salue dans le chat qui vient de nous faire un petit message en disant pas que ChatGPT. Donc, il y a ChatGPT, mais il y a aussi d'autres outils, bien sûr. Et là, on l'a focusé sur ChatGPT parce que c'est le plus connu, entre guillemets. Mais bien sûr, on peut dire que est-ce que vous utilisez ChatGPT ou un outil d'intelligence artificielle dans votre travail, ce qui permet aussi de pouvoir préciser la réponse. Donc, super. On voit que vous n'êtes pas encore très... vous avez encore beaucoup à intégrer ça. Et donc là, il y a une petite question piège. Allez, Vincent, faites-vous plaisir. Allez, c'est juste c'est la première question, c'est la seule question technique, d'ailleurs. Donc pour vous, à votre avis, ChatGPT ou les IA génératives, c'est-à-dire que, en effet, même moi, j'utilise moins ChatGPT qu'avant. J'utilise les concurrents, qui sont entre autres Claude de chez Anthropic. Et donc j'utilise aussi Gemini beaucoup plus régulièrement, et puis aussi le moteur de recherche hybride qui s'appelle Perplexity. Donc ça, c'est des choses en effet qui commencent à rebattre un peu même les cartes sur les IA. Mais ces IA-là, à votre avis, est-ce qu'elles sont basées sur donc un moteur de calcul prédictif ou de probabilité, ou est-ce que c'est une base de données, ou est-ce que c'est une moyenne? Il fait une moyenne pondérée de ce qu'on lui a déjà fait lire, par exemple. Et donc, vous dites quoi, vous, Claire? Moi, Claire a déjà joué. Moi, je dirais que je vais répondre, puis je vais regarder si je me plante ou pas. Moi, je dirais que c'est de la probabilité, mais bon, après, je peux me tromper. Ouais. Donc c'est cette question-là que je pose toujours. C'est une question peau de banane forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, ce qu'on voit sur la centaine de réponses, on a 60% le fait qu'on considère que c'est une base de données, 20% du prédictif, 14% de probabilité et 11% d'une moyenne qui fasse une moyenne pondérée. Alors est-ce que les 60% ont raison ou tort alors? Eh bien, je vais vous faire découvrir la bonne réponse. Je donne un clic. Voilà. Ah bah voilà. Oh non. Oups. Donc Et moi aussi, j'étais persuadée que c'était base de données parce qu'on nous répond que ChatGPT en fait récolte de la data qu'il trouve partout sur le web.
Pour moi, Non. c'est de la base de données. Ouais. Donc non. Et justement, ben voilà. ouais, c'est ça. Et donc c'est d'ailleurs une remarque qui a été écrite dans le chat il y a pas longtemps. C'est peut-être qu'on l'utilise pas parce qu'on sait pas s'en servir. Et en fait, la première chose qu'on fait en formation, c'est la chose sur laquelle on est obligé de travailler dès le départ. C'est ça. C'est que la majorité, nous, des utilisateurs, on croit que c'est une base de données alors que ça n'en est pas. Et en tout cas, c'est une base de données qui est construite assez différemment. Et ce qui fait qu'on a le réflexe Google qui est une base de données. Google est une base de données, et donc on croit qu'en utilisant ChatGPT, ChatGPT va aller sur Internet. Non, ChatGPT Ah oui, moi j'étais persuadée que c'était comme pour Google. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est très déçus et qu'on a même un recul du nombre d'utilisateurs en pourcentage. Il y a une chute sur le mois dernier qui est assez significative. Donc ça, le fait de croire que c'est une base de données fait qu'on est déçu des réponses. Et ce qui va préparer tout ce dont on va parler. Justement, je vais laisser la parole à Claire, parce que on a un problème d'acculturation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'en servir, on est déçu et on aimerait bien pouvoir faire plus. Et grosso modo, ChatGPT, faut imaginer que c'est une Formule 1 qu'on vous met à disposition pour 20 € par mois, voire même en gratuit maintenant, parce que même la dernière version de GPT-4 Omni est disponible gratuitement. Donc, on vous met à disposition une Formule 1, c'est-à-dire que c'est un moteur qui est phénoménal, et grosso modo, vous roulez depuis 100 km en première vitesse. Vous n'avez toujours pas passé la deuxième. Donc, en formation, cette acculturation-là, elle est là pour montrer toutes les vitesses et comment on peut exploiter le potentiel de ces outils-là. Super. Alors, on va passer effectivement sur le premier... sur la première partie, sur le contenu ça invite dans le contenu des métiers et bouscule les compétences. Donc, Vincent et moi, on va vous présenter cette première partie. Le sujet, c'est bien sûr il y a des peurs qui sont très fortes par rapport à l'IA. Alors, il y a des chiffres qui sont sortis, on va en parler sur les impacts sur les métiers, mais voilà, je pense que c'est intéressant. Donc, il y a plein de chiffres qui ont été, donc peut-être, je vous laisse présenter les chiffres, Vincent, et j'en ai d'autres, moi aussi, à confronter. C'est aussi intéressant de pouvoir essayer de factualiser un petit peu cette crainte qui en fait, qui est liée à la généralisation, entre guillemets, des pratiques autour de l'IA. Oui, c'est ça. Alors, en effet, pour résumer tous les chiffres que vous aurez de toute façon en regardant la présentation. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Salesforce pour l'utilisation des employés français. Ils ont fait ça fin 2023. Donc ils se rendent compte qu'en fait, énormément de salariés, d'employés, de collaborateurs utilisent ChatGPT en dehors du cadre défini par l'entreprise. Parce qu'en effet, on sait bien qu'il y a des problématiques de confidentialité. Parce que si vous injectez des noms de clients, des chiffres de l'entreprise et qui viennent être digérés, parce que à chaque fois qu'on utilise ChatGPT, lui il s'entraîne. Si vous lui injectez des noms de clients, voire même votre nom et votre prénom quand vous lui dites réécris-moi ce mail-là et que vous faites pas le travail d'anonymisation, par exemple, c'est des règles que la DSI, c'est pour ça que la majorité des DSI cherchent à encadrer l'utilisation, et en majorité, comme c'est quelque chose de nouveau, ils préfèrent le bloquer. Mais comme tout le monde l'a écrit ce matin, on voit bien le temps que ça fait gagner. Donc, beaucoup de personnes l'utilisent en dehors du cadre. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de données privées de l'entreprise qui passent quand même dans ces machines. Alors justement, attendez juste peut-être la slide précédente sur le chiffre. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que globalement, donc vous voyez, 79% des employés français déclarent n'avoir jamais reçu de formation sur l'IA générative. Globalement, il y a eu une étude aussi qui est sortie par le laboratoire de recherche Laboria qui dit que le manque de compétences en interne est identifié comme l'un des principaux obstacles au déploiement de systèmes d'IA pour 37%, presque 40% des cas. Donc, on a un vrai sujet d'acculturation, on a un vrai sujet de développer la culture autour de l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est le job des RH aussi de le faire. Et c'est intéressant de le noter qu'on considère aujourd'hui que ce sujet d'acculturation, c'est un sujet de fracture numérique qui se rajoute à la fracture numérique. Et ça, on doit être vigilant dans nos organisations pour pouvoir dépasser et que tout le monde puisse avoir, en tout cas que ça ne crée pas de frein et que ça ne crée pas d'obstacles. Et ça, c'est un point de vigilance par rapport à nous. Et on voit que 86% des salariés dans l'étude qui a été présentée de Salesforce souhaitent bénéficier d'une formation pour adapter leurs compétences à l'IA. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment sur, un tournant
et le rôle des RH, et c'est aussi important qu'on le redise, est important de veiller à ce que on embarque tous les mondes et que on ne crée pas de fractures numériques liées à ces sujets-là, parce qu'elles vont vite, très vite arriver, d'autant plus vite que les évolutions technologiques sont rapides et que cette fracture risque de s'ouvrir et de se creuser davantage. Oui. Justement, dans le chat, on a Claire qui dit oui, mais moi, mon employeur, il approuve pas ma demande de formation de l'IA. Et puis Alexandra, elle dit comment acculturer à l'IA et former à la prise en main lorsqu'on ne sait pas quelle solution notre institution choisira d'acquérir, ni quand elle le fera. Alors, l'acculturation à l'IA. Par quoi on commente, en fait? Voilà. L'acculturation à l'IA, ça peut totalement être une sensibilisation à l'IA. Et nous, chez Comunir, on en fait beaucoup, des sensibilisations à l'IA pour expliquer globalement ce que c'est, pour démystifier aussi. Et puis, pour répondre à la question de Claire sur le fait que son employeur n'approuvait pas, utilisez votre CPF, alors je sais que maintenant, il y a un reste à charge, mais bon, quand même, il y a un CPF qui aussi peut être là pour vous donner à vous. Et ça fait partie, les sujets technologiques sont des sujets qui finalement c'est des sujets qui dépassent la sphère professionnelle. C'est-à-dire que c'est des sujets pour individuel aussi, ça va lui servir à elle, pour sa carrière, pour ses propres intérêts au final. Les actifs ont été parfois meilleurs d'un point de vue de l'utilisation personnelle des outils que professionnelle. Et donc, ça veut dire que là, on est sur un sujet qui dépasse la sphère professionnelle et qui vient embrasser, je veux dire, la sphère globale de l'individu, dans son propre développement, à la fois son employabilité, mais aussi sa vie quotidienne, quoi. Et il y a des formations éligibles au CPF. Absolument. Et d'ailleurs, il y a même des dispositifs OPCO qui commencent à sortir spécifiquement pour les formations sur l'IA, intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à former vos codires et n'hésitez pas à former vos salariés pour expliquer ce que c'est. Voilà. Donc, en effet, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les DSI mettent les deux pieds sur le frein, c'est normal. C'est-à-dire qu'elles ont aussi envie d'avancer. C'est-à-dire que moi, justement, avec Comundi, on a formé des cabinets d'avocats. Donc, il y a énormément de données confidentielles. Donc aujourd'hui, la confidentialité, c'est comme l'arrivée du Wi-Fi en entreprise, c'est dangereux. L'arrivée des applications mobiles dans l'entreprise, c'est dangereux au niveau sécurité des données. Donc ça veut dire que aujourd'hui, en tout cas, il y a des solutions. Il y en a même de plus en plus. Et moi, j'ai été surpris à quel point c'est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui veut sécuriser ses données avec accès au moteur d'intelligence artificielle, c'est faisable et c'est pas non plus des coûts exorbitants. C'est disponible dans Azure, c'est disponible. Vous pouvez créer vos propres outils. Il y a 4 plateformes, entre autres. Il y en a 2 qui sont françaises qui font ça très bien. Donc aujourd'hui, c'est possible, mais ça veut dire que l'acculturation dont on parle, c'est pour le coup à tous les étages. C'est pour ça qu'on parle de culture. C'est les formations qu'on a bâties avec Claire chez Comundi, c'est que on doit amener tout le monde. C'est-à-dire que la direction, les DSI et puis tous les collaborateurs doivent créer cette culture autour de l'IA pour surtout, moi, après 2 ans, quand j'utilise ChatGPT ou les autres, pour moi, aujourd'hui, c'est que ça. D'ailleurs, il y a Florence qui demande si ça impacte que les fonctions dirigeantes ou opérationnelles, mais je pense qu'on va y venir justement. On va y venir. Donc, Florence, merci pour cette question qui est très pertinente. Ça permet de faire la transition. Voilà. Donc, on va continuer peut-être sur ce sujet d'acculturation. Peut-être juste très rapidement, Vincent, un mot sur les domaines en fait qui sont concernés. Je vous laisse la main. Voilà. Ça, c'est un peu les quatre axes quand on fait de l'acculturation, parce que on doit forcément apprendre à prompter. C'est la nouvelle langue. Il y a une époque où on nous a dit il faut apprendre l'anglais, sinon on va pas pouvoir faire des affaires. On va se fermer du monde si on apprend pas l'anglais. Aujourd'hui, il faut apprendre à prompter. Et dans le prompt, c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, le fait de faire juste un copier-coller d'un prompt dans un ChatGPT, le résultat, il est médiocre. Donc aujourd'hui, on peut, comme je disais tout à l'heure, on a une Formule 1, mais il faut savoir lui parler. Par exemple, quand on parle de ChatGPT, il y a ce qu'on envoie au GPT et ce qu'on envoie au chat. C'est pas pareil. Et dans les méthodes de prompt, il y en a 35. Et il y en a même 36. Moi, j'en ai créé une nouvelle. Et donc, ça doit venir sur la manière de ce que fait une IA générative et ce qu'elle ne fait pas. Connaître ses limites. Parce que, par exemple, on a vu tout à l'heure, oui, c'est un moteur de probabilité, c'est pas une base de données. Donc, par exemple, ces outils-là sont des compositeurs de texte. Et ils écrivent comment les textes? Parce qu'on leur a appris quel était le mot le plus probable qui vient après un autre. Quelle est la phrase la plus probable qui vient après un autre? Quel est le chapitre le plus probable qui vient après un autre? Donc, ça, c'est les choses qu'on doit apprendre dans cette formation, dans cette acculturation. Ensuite, il y a ce que Claire disait tout à l'heure, c'est sur la terminologie. Il y a plein de mots. On ne sait pas ce qu'on met derrière ChatGPT, on ne sait pas ce qu'on met derrière un LLM. On a beaucoup de des marques aussi. Et puis, tous les aspects économiques, c'est quoi le coût?
d'utilisation d'une IA générative. Quand je parle de coût, il y a le coût économique et il y a le coût écologique aussi, qui est important à regarder. Et puis, qui est-ce qui finance les IA? Qui est-ce qui est derrière ChatGPT? Microsoft a mis 13 milliards dans OpenAI, qui fait qu'il détient aujourd'hui 49% de la société OpenAI. Il y a Amazon qui finance beaucoup, d'autres moteurs, il y a Google qui s'y met beaucoup, Apple a raté, il a raté le virage. Et donc, à qui ça profite, hein, c'est important, à qui ça profite économiquement. Et puis ensuite, sur les aspects juridiques, sur la confidentialité des données, ça c'est quelles sont les bonnes pratiques, et ça fait partie de la culturation. Qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire quand j'utilise ces IA-là. Et juste peut-être un mot pour compléter, Vincent, ce que vous dites, c'est que quand on sait comment fonctionne ChatGPT ou tous ces moteurs d'intelligence artificielle, on sait que c'est fondé aussi sur des normes ou c'est j'allais dire des visions qui peuvent aussi induire des visions un peu tronquées ou en tout cas orienter des réponses qui sont données. Et donc, vous pouvez faire des tests d'ailleurs sur des images qui sont générées, sur des prompts que vous pouvez écrire, sur décidez-moi un chercheur scientifique, etc. Ça va être souvent un homme qui va sortir. Donc, ça veut dire que connaître la manière dont ces moteurs-là fonctionnent vous permet aussi à la fin d'éviter les biais ou de relativiser les biais sur lesquels vous allez pouvoir intervenir et avoir une vision entre guillemets critique ou constructive, quoi. C'est ça. Moi, ma première slide en formation, c'est ne vous fiez jamais à une IA. Qui intéresse tout le monde. Ça en dit long. Et c'est pas moi. Et en plus, c'est même pas moi qui le dis, c'est ChatGPT ou Claude, c'est écrit en bas. Et d'ailleurs, même eux, ils l'ont écrit d'une manière qui est vraiment perturbante parce que ils écrivent attention, ChatGPT peut faire des erreurs, alors qu'en fait, il fait pas d'erreurs. Il compose de ce qu'on lui demande. Et donc, c'est pas une erreur. Mais en tout cas, en effet. Effectivement sur. Alors là, enfin, je sais pas, Vincent, on est d'accord que là-dessus, il y a plein de chiffres qui circulent. Hein. On peut mettre tous les chiffres qu'on veut, mais bon, ouais. Globalement, il y a 50% des tâches. Moi, j'ai des chiffres sur la fameuse étude de McKinsey qui dit que 80% des métiers devraient voir au minimum 10% des tâches transformées par l'IA. Et selon une étude, on peut imaginer que pour 60% des travailleurs, jusqu'à 40% de leur activité sera fondamentalement transformée d'ici 2035. Bon, globalement, on sait que on est sur un sujet, et je pense qu'il faut garder ça en tête. Il faut éviter de rentrer dans la psychose, mais par contre, on va être plutôt il faut prendre le sujet sur le prisme de la transformation des métiers plutôt que de la destruction d'emplois. Ça veut dire que les métiers vont se transformer. Ça veut dire, et c'est là où, du coup, en tant que RH, le job, il est d'accompagner ces transformations de métiers. Et il faut plutôt rassurer et accompagner plutôt que de faire que ces chiffres qui circulent, j'allais dire un peu une psychose ou en tout cas des inquiétudes qui sont somme toute assez légitimes, hein, Vincent. Absolument, oui. Dans tous les cas, ce qu'on regarde, c'est la valeur de la tâche. Parce que par exemple, moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, quand on me demande de prendre tous mes programmes et de les couper en journée, voire en demi-journée pour être Calliope, je passe des heures juste à couper des programmes par journée. Et donc, je vais passer énormément de temps pour un truc qui n'a pas une grosse valeur pédagogique. Et donc, on a plein de tâches comme ça qui sont revisitées, mais pour le coup, qui laissent de la place aux tâches qui ont plus de valeur. Donc ça, c'est. Alors, je donne l'exemple. Alors, l'exemple pour sortir du secteur pédagogique. Nous, on travaille beaucoup, comme vous le savez, chez Comundi, avec des marketeurs et des communicants. Et donc, on a fait venir une entreprise de lingerie qui s'est diversifiée dans le maillot de bain et qui nous montrait la pub qu'ils ont montée. Et ils expliquaient que finalement, donc ces créas là, leur job, c'était effectivement d'écrire le bon prompt. Donc ça, c'est la compétence nouvelle qu'il va falloir maîtriser. Mais qu'en réalité, pour arriver à l'image qu'on voulait, l'image de pub qu'on voulait atteindre ou celle qui vous paraissait la meilleure, il y avait une série de prompts, il y avait plus d'une trentaine de prompts qui étaient réécrits au fur et à mesure et qui se basaient sur l'analyse critique de la production du prompt précédent. Et donc finalement, on voyait qu'on crée des nouvelles compétences qui sont non seulement la capacité à créer un prompt, mais à challenger l'écriture du prompt pour arriver au résultat qu'on attend. Donc, vous voyez, c'est pour illustrer un petit peu comment ces tâches vont devenir différentes, mais que ça ne va pas supprimer l'œil créatif du marketeur qui va lui-même être capable d'avoir une image et d'avoir une vision sur ce qu'il produit, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, ça répond à la question de Gwenella.
Juste, est-ce que Ouais. Vincent et Claire, je peux vous proposer qu'on avance un petit peu Bien parce sûr. que je vois On le temps avance, qui bien sûr. défile et on va être très très short pour Ouais. parce qu'on a tellement de c'est assez dense, il y a beaucoup de choses à aborder sur ce webinaire. Alors, juste par rapport à ça, donc, pour vraiment aller plus vite, puis après, on ira sur nos sujets plus RH. Donc, voilà, il y a des nouvelles compétences. On vient d'en parler. Ça fait exactement le lien avec ce que je viens de, et ce que venait de dire Vincent et ce que j'ai expliqué comme sur l'exemple du marketing. Donc, des compétences techniques avancées, des compétences en analyse de données. Donc, c'est ces nouvelles compétences qu'il va falloir développer. Des soft skills, et on vient d'en parler aussi, c'est-à-dire la pensée critique. Ça veut dire être capable de prendre du recul par rapport à ce qui est produit et justement revisiter la collaboration humain-machine pour redonner à l'humain toute sa valeur ajoutée. Et puis ces compétences éthiques pour justement se dire finalement en quoi ce que l'IA peut produire va se fonder sur des bases qui peuvent elles-mêmes être orientées. Et donc là-dessus, il y a tout un travail sur la capacité à prendre du recul. Donc ce sont des nouvelles compétences qui sont indispensables. Donc vous voyez que j'allais dire que les postes, que les tâches, elles se renforcent en compétences à valeur ajoutée humaine et c'est ces compétences-là qu'en tant que RH, on doit identifier pour chaque métier et on doit pouvoir accompagner. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la remarque de Gwenola, c'est qu'en fait, c'est pas des outils qui sont pas fiables, c'est des outils qu'on peut rendre beaucoup plus fiables si on sait correctement les utiliser, donc les bons Oui, prompts. sur la question comment justifier et vendre du coup Oui. C'est auprès qu'en de fait, sa direction. ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il faut pas les prendre pour ce qu'ils sont pas, et donc on peut les rendre fiables, mais c'est ce que disait Claire, on a besoin du regard de l'expert. C'est comme en médecine, par exemple, IBM travaille énormément sur l'analyse des images IRM pour non pas que la machine fasse le diagnostic, la machine fait un diagnostic, mais c'est le médecin qui décide. Donc un marketeur, il décide si le message est bon ou pas. Et donc, dans tous les métiers, on a besoin comme disait Claire, d'affiner le regard critique. Et on a besoin de l'expertise de n'importe quel métier. La machine, elle fait que des propositions. Ça reste l'humain qui décide. La probabilité n'est pas égale à la vérité. Ça veut dire que en médecine, vous pouvez avoir des éléments de symptômes qui vous conduisent, qui le plus souvent vous conduisent à un diagnostic qui va être celui qui peut être identifié par l'intelligence artificielle, mais sur d'autres points, d'autres signaux faibles, faire que le médecin va pouvoir s'orienter sur un autre diagnostic qui sera peut-être moins probable, mais qui pourrait être le plus juste dans un cas spécifique. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, on continue peut-être sur les métiers. Donc, bon, on va rapidement passer peut-être sur ces sujets d'acculturation, puisqu'on en a quand même déjà beaucoup parlé, et puis voir un petit peu comment les métiers RH devront plus de tâches qui vont beaucoup évoluer. Et puis, alors juste un tout petit peu trop vite, juste pour finir terminer, travailler sur les questions bien sûr de développement de compétences, d'acculturation globale à l'IA, et puis bien sûr d'identifier la prospective par rapport au métier et au contenu des emplois. Et donc, je laisse peut-être Vincent sur la partie sur les évolutions attendues, les deux grandes évolutions. Donc en effet, oui, on sait moi je le vois dans mon métier de formateur et d'ingénieur pédagogique, le nombre de fois où je sollicite une IA. En ce moment, par exemple, c'est beaucoup plus Perplexity parce que Perplexity va sur Internet, alors que les autres moteurs vont pas forcément sur Internet. Donc on a cette hybridation où on va avoir une collaboration, c'est-à-dire que on a aussi des philosophes et des ingénieurs en IA qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est une nouvelle intelligence qui vient d'arriver sur Terre. Donc on va. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur, mais il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Voilà. Il faut apprendre à vivre avec, sachant qu'on va l'utiliser au quotidien, comme on utilise Excel tous les jours, quoi, on va dire, ou comme on va sur Internet tous les jours. Et puis donc, juste Vincent, donc du coup cette hybridation, c'est aussi un sujet aussi d'une capacité d'individualiser. Et ça c'est très fort, ça quand même. Voilà. Et d'ailleurs, ça va faire partie des sujets qu'on aborde juste après. On va avoir une individualisation poussée de la gestion de la compétence parce que une IA va être capable de faire un travail beaucoup plus fin plutôt que de faire des programmes de formation ou des plans de parcours professionnels. On va pouvoir les individualiser de plus en plus finement et de plus en plus rapidement aussi.
Alors, du coup, on va peut-être partir sur la partie évaluation des compétences. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut évaluer les compétences avec l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça nous permet de mettre en place en termes d'identification des besoins et de plan de formation. Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors aujourd'hui, on a plusieurs plateformes qui se sont axées sur le fait d'améliorer donc déjà c'est de créer de l'évaluation. Donc la manière d'évaluer, on a maintenant possibilité d'aller faire avec plusieurs sources de données. Alors qu'avant ça pouvait être uniquement via un formulaire ou faire quelques enquêtes et puis faire des feedbacks où c'était pas suffisant. Donc la manière de générer pour se dire comment je vais décrypter les compétences, ça devient de plus en plus raffiné et précis. Et ensuite, c'est sur la manière de traiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un questionnaire de feedback et puis que vous faites une question ouverte où les gens vont commencer à écrire plein de choses en texte et ça va pas être structuré comme une réponse avec des oui et des non. Quand vous faites des questions ouvertes, une IA générative est tout à fait capable de traiter ça sur des millions de réponses. Donc on a aussi donc d'un côté la création des évaluations, puis de l'autre côté le traitement des évaluations qui est beaucoup plus fin et peut se faire sur plein d'autres types de données qu'on pouvait pas faire avant. Et puis ensuite dans les plateformes, ce qu'on a aussi c'est des plateformes qui vont aujourd'hui on voit un petit peu la tendance, c'est que c'est l'évaluation d'une compétence. On pourrait imaginer demain des conventions collectives qui vont, en plus de la convention, vous donner aussi des évaluations en fonction des métiers, en fonction des compétences. Et quelque chose qui sera décrit de manière encore plus fine que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc globalement, en fait, sur l'intelligence artificielle, on gagne du temps aussi la création des référentiels de compétences, mais aussi des fiches de poste, parce que du coup, ça permet de faire des liens. Et il y a même des intelligences artificielles qui ont du potentiel pour prédire les évolutions de compétences selon différents scénarios, en regardant quels sont les parcours de compétences des collaborateurs, combien de temps il faut pour acquérir une compétence de A à la transformer en compétence B, comment est-ce que derrière on peut identifier du temps de montée en compétences. Donc là, on a vraiment un outil puissant qui permet de photographier, de gérer des datas en nombre, d'identifier des compétences qui sont parfois des compétences. Alors, ils peuvent traiter aussi, par exemple, des wordings de collaborateurs qui vont décrire leur job et qui vont utiliser des mots qui vont permettre d'identifier des compétences qui sont des compétences qui peuvent être considérées comme mineures ou non mis en valeur sur certains métiers et qui en réalité sont pas vues qui sont pas citées de manière classique. Donc du coup, on va avoir une capacité à encadrer de manière plus claire et à identifier une marguerite de compétences de manière plus fine, et peut-être sur des compétences qui ne sont pas forcément valorisées et qui vont permettre à la fois d'identifier comment on évalue ces compétences et comment on projette l'évolution des compétences avec une idée aussi de temps de montée en compétences en fonction du profil du collaborateur. Donc, vous voyez que la puissance de l'outil est à la fois une capacité à aller plus vite pour maintenant et à aller se projeter dans l'avenir pour justement accompagner les évolutions. J'ai quelques questions qui apparaissent, mais plus des questions orientées sur l'IA en général. Donc, ces questions-là, à la limite, je vais les garder pour la fin. On gardera un petit temps à la fin. Comme ça, on reste sur le sujet compétences et RH. Parce que je pense qu'il y a des curieux qui ont besoin peut-être du regard. Alors, extérieur. du coup, comme ça, on reparlera effectivement d'une vision plus macro à la fin du webinaire. Ouais, mais on voulait préciser aussi, effectivement, une fois qu'on a effectivement identifié ces sujets de compétences, en corrélation, on peut identifier des besoins individuels et collectifs et du coup mailler. Enfin, après, une fois qu'on a ça, c'est juste la capacité de la personne à identifier les éléments, les critères, les items qui vont être les plus pertinents à mettre en regard pour identifier des besoins de formation individuels et collectifs. Donc, c'est une manne qui va permettre derrière de construire en fonction des besoins et en fonction de la diversité des profils qui sont proposés, qui sont dans l'entreprise. Et donc, on est dans une dimension de recommandation sur des formations qui peuvent à la fois mailler une dimension individuelle et une dimension collective. Et sur l'évaluation des compétences, est-ce que vous pensez à des exemples d'entreprises ou startups qui utilisent l'IA justement ? Oui, alors c'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas faire de publicité pour une plateforme plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, des entreprises qui l'utilisent.
Alors, il y a des entreprises qui l'utilisent déjà, donc il y a des grandes entreprises qui l'utilisent déjà, mais il y a, alors je ne vais pas en citer de manière précise, mais on sait aussi qu'il y a des plateformes. On a des micro-décalages des fois. Des dispositifs de mobilité interne pour les collaborateurs. Et ça existe déjà dans les entreprises, dans certaines entreprises. Plutôt dans des grands groupes? Plutôt dans des grands groupes, il y a des grands groupes bancaires, par exemple, qui commencent déjà à utiliser tout ce type. Alors, bien sûr, on est plutôt sur des groupes qui sont de taille importante parce que c'est la difficulté, c'est de gérer du volume et d'arriver derrière à faire des choses fines. Alors peut-être une réponse, Vincent, à la question de Pauline il y a tellement de questions que. Oui, des exemples pour créer les plans de développement de compétences. Vous pouvez peut-être nous en donner et peut-être citer des choses, Vincent. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut utiliser soit des plateformes qui existent, mais aujourd'hui avec un chat GPT ou alors avec un moteur équivalent, on peut se créer son propre système. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur des corrigés d'étudiants, sur des gros volumes de corrigés d'étudiants, je peux faire corriger les devoirs. Et les réponses sont forcément, il faut les vérifier, mais on peut facilement aujourd'hui, justement, c'est un petit peu l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'avant il nous fallait des ingénieurs et des gros serveurs. Aujourd'hui, on peut faire ça en interne assez rapidement, assez facilement, avec un chat GPT par exemple. Peut-être une dernière question sur la matrice des compétences. Est-ce que ça existe un outil qui permettrait d'enregistrer des interviews de collaborateurs et que derrière il y a une IA qui génère des fiches de poste? Ça existe? Bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Mais même ChatGPT. Claire, elle me dit, mais bien sûr, comme si c'était. Mais bien sûr, Anaïs. Mais bien sûr, Anaïs, voyons. C'est justement l'idée, c'est que l'IA va pouvoir identifier des mots, ces mots-là. Quand vous allez dire pour faire tel job, il faut telle compétence, en réalité, celui qui fait le job, il sait qu'il va décrire son job et c'est des compétences qui vont être plus complètes, qui vont pouvoir être mises en regard, en des compétences prioritaires, d'autres secondaires, et on va avoir des visions qui, grâce au fait qu'on décrive de l'intérieur les jobs, vont permettre derrière de pouvoir identifier les compétences. D'ailleurs, dans ce qui va venir un peu après, on va parler un peu plus de ça. Oui. Et d'ailleurs, il est 46, hein, je vous Voilà, donc voilà. On va laisser, donc, comment construire un parcours? Alors, on va peut-être rapidement, Vincent, parler de ce sujet-là et puis parler aussi de l'adaptative learning. Alors, je vous laisse la main. Oui. Alors, justement, ce qui est sorti il y a 15 jours, pendant les 15 jours qu'on s'est pas vu, quand on a préparé le webinaire. Donc, ce qui est sorti, justement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces IA, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu de ChatGPT. Donc, fallait lui injecter du texte, fallait lui injecter des enregistrements. Hein, ça peut être de l'audio, il va être capable de le traiter. On peut lui envoyer de la vidéo, on peut lui envoyer des fichiers Excel, on peut lui envoyer plein de sources de données. Aujourd'hui, on a, que ce soit chez Google avec Gemini ou avec ChatGPT, aujourd'hui, on a ces IA qui commencent à être de plus en plus intrusives. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu peur, c'est qu'on lui donne des yeux et des oreilles avec notre smartphone. Et donc, il y a des démos qui ont été faites par Google où une personne dans un bureau, elle se promène avec son smartphone et puis elle demande qu'est-ce que je suis en train de faire à l'écran? Et puis elle lui fait voir et puis elle lui dit tu es en train de programmer un logiciel qui va faire ça, mais tu pourrais faire mieux en programmant plutôt comme ça. Et puis elle se promène dans le bureau avec son téléphone et à un moment donné, elle lui dit oh mince, je trouve plus mes lunettes. Et l'IA lui dit ouais, elle est derrière toi à côté du cahier rouge. Et donc, c'est flippant ça quand même. Ouais, c'est flippant. Et là, c'est encore pire, c'est que chez Microsoft, ils ont annoncé l'intégration, donc ils ont inventé non pas ce qu'ils appellent un PC dans lequel il y a une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle dans laquelle on a mis un PC. Et donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Recall, qui fait beaucoup de bruit en ce moment parce que beaucoup de personnes sont pas d'accord avec ça. En effet, ça fait peur, c'est que Windows va faire des captures d'écran de tout ce que vous faites à peu près toutes les minutes, et vous allez pouvoir interroger ce que vous avez fait pour aller retrouver plus facilement ce que vous avez pu faire dans la journée ou dans les journées précédentes. Et ça veut dire qu'aussi, c'est une IA qui est capable de vous conseiller en temps réel pendant que vous êtes en train d'écrire un mail ou pendant que vous utilisez Excel. Donc, pour une compétence, vous êtes en train de faire un truc dans Excel et l'IA en temps réel va vous dire ta formule, tu devrais la faire comme ça, ou alors vous pouvez m'interroger comment je fais une formule pour ça, mais vous le faites avec une sorte de formateur intégré, quoi.
Et donc aujourd'hui, ça fait peur parce qu'au niveau de la confidentialité des données, grosso modo, on va être observé et traqué pas uniquement au niveau du déplacement d'un smartphone, mais aujourd'hui sur ce qu'on fait, on le fait déjà aussi sur Internet. Google, il enregistre tout ce qu'on fait. Mais là, ça va être aussi avec du son, de l'image et toutes les manipulations qu'on fait à l'écran. Alors, forcément, ça pose question, mais ça veut dire que c'est des outils qui vont aider à avoir une grande tendance donc sur le fait de personnaliser les modules de formation, parce qu'aujourd'hui c'est très ennuyant quand vous connaissez la moitié de ce qui va être dit dans une formation et que vous attendez l'autre moitié. Donc on a cette tendance qui existe déjà depuis plusieurs années, l'adaptative learning, où c'est aujourd'hui beaucoup de plateformes LMS. D'ailleurs, j'ai vu une question là-dessus. C'est beaucoup des plateformes. Oui, est-ce qu'on peut d'ailleurs rappeler, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, ce qu'est l'adaptative learning? Absolument. Comment on le définirait? Donc c'est sorti déjà en 2015-2016. Il y avait déjà des plateformes, une française d'ailleurs qui a été rachetée entre-temps, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour essayer de détecter qu'est-ce que c'est une personne et qu'est-ce qu'elle ne sait pas. Et elle est capable, à travers du parcours de formation, d'identifier en temps réel ce que la personne sait et ce qu'elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a retenu, elle n'a pas retenu, et de lui proposer que des exercices pour l'aider à avoir une mémorisation qui soit plus forte. Et quand vous mixez ça avec les notions en neuropédagogie qu'on a aujourd'hui, on est capable de faire des formations qui sont fortes. Moi, j'utilise ChatGPT quand je lui parle de Stanislas Dehaene et Nadia Medjad en neuropédagogie, il connaît. Donc, on est capable de lui demander de prendre en compte ces démarches-là. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes LMS qui ajoutent. Donc il y en a toute une liste, on a fait le choix de ne pas les montrer, mais aujourd'hui c'est la grande tendance des plateformes LMS où vous avez des cours et des formations en ligne. Mais aujourd'hui, on peut le faire aussi en tant que formateur. Bien sûr, c'est une posture qu'on a. On essaye de s'adapter. Oui, justement, c'est quoi la place du formateur dans tout ça? C'est ce qu'elle demande, Fabienne, dans le chat. Et donc le formateur, moi je sais que je me sers de l'intelligence artificielle pour détecter des choses que je n'avais pas détectées chez un apprenant, en me disant je ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas, et je vais essayer de trouver une manière de lui faire comprendre, parce que c'est mon rôle. Et donc on va pouvoir combiner en fait le travail, beaucoup en hybride justement, parce qu'on a de plus en plus des cours qui sont demandés en ligne, et tous les résultats, toutes les datas qui sont générées quand vous commencez un parcours de e-learning et quand vous le finissez pas, ça donne une information intéressante pour le formateur, mais la machine va faire des propositions. En fait, c'est juste par rapport à là, pour compléter, Vincent, en fait, vous avez à la fois l'adaptative learning, vous avez à la fois le point de départ qui fait que, en fonction de les capacités de l'apprenant, de ce dont il a besoin aussi, vous avez un parcours, et en même temps, il y a le parcours qui lui-même se modifie en fonction de la manière dont vous le déroulez. Donc, en réalité, quelqu'un qui peut avoir plus de difficultés sur un sujet, on va peut-être prendre plus de temps ou lui proposer des compléments sur un sujet. Donc, on est adaptatif par rapport au programme et adaptatif par rapport à la manière dont on déroule le programme. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, le rôle du formateur, Vincent, il l'a très, très, très bien dit. En même temps, le formateur, il est là pour encadrer, il est là aussi pour pouvoir, et il est là aussi pour créer le lien humain. On sait aussi qu'on a besoin de ça. On sait aussi que la formation, et on est tous, je pense, convaincus du sujet, c'est que la formation, la montée en compétences, c'est aussi l'émotion. C'est aussi la rencontre, c'est aussi le partage. Et donc, le formateur, c'est celui qui va faire le bon dosage entre tous ces éléments-là pour créer aussi le moment d'émotion, le moment de partage, le moment de rencontre qui va faire que tous ces éléments qui ont été dessinés à travers un programme qui aura été mis en place et qui se sera adapté, va rencontrer la capacité cognitive et la capacité à ancrer des nouvelles pratiques pour l'apprenant. Donc, c'est ça le rôle du formateur. Très bien, très clair. Est-ce qu'on peut avancer sur le... je crois que... Alors, on va juste une dernière petite... C'est un peu vite. Justement, je fais le lien avec ça. C'est voilà, comment est-ce qu'on articuler IA et dimension humaine de l'apprentissage, c'est fondamental. Alors, nous, chez Comundi, et avec Vincent, on travaille aussi beaucoup sur le sujet de la revisite, en fait, de l'interface homme-machine. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra vers vous pour peut-être travailler encore là-dessus. On sait ce que l'IA peut donner. On sait aussi quelles sont les potentialités. Maintenant, il faut qu'on travaille sur la capacité à revisiter notre interface avec une machine comme l'IA pour que
on puisse donner notre pleine valeur d'humain en tant que valeur ajoutée de nos contributions et qu'on utilise au mieux les possibilités de l'IA dans le respect de ce que sont les apprenants en tant que personnes. Peut-être un mot, Vincent, sur ces enjeux qui sont quand même très, très importants. Oui, dans tous les cas, on a sur les compétences, l'évolution des compétences, on a dans tous les cas, ça reste toujours un besoin de l'entreprise pour rester compétitive. Et puis on a aussi trouvé un équilibre entre ce que l'individu lui cherche aussi dans sa vie. Et donc monter en compétence, ça peut être très motivant. Pour une entreprise, c'est devenu nécessaire. Donc aujourd'hui, on a à trouver ce bon équilibre parce que quelqu'un qui va se former, il fera un effort si ça a du sens pour lui. Donc qui est une IA qui aide à trouver du sens, à trouver un meilleur levier de motivation pour aller jusqu'au bout de la formation, tant mieux. Et si c'est plus personnalisé, ça veut dire qu'on va plus facilement aller à la fin d'une formation. Parce qu'au moins, on va pas entendre des choses qu'on sait déjà ou on va perdre de sens pendant le parcours, quoi. Donc, alors, j'ai une petite question, oui. Pardon Vincent, j'ai une petite question de Florence dans le chat qui dit comment préserver le collectif si, admettons, un junior, alors attendez, j'ai la question qui est partie, si un junior utilise l'IA, qui utilise l'IA a des aptitudes à mettre en œuvre des compétences de façon équivalente à un senior, comment on préserve le collectif? Je pense que là, on touche à deux choses. On touche à la fois à la compétence technologique d'un junior et en même temps à la capacité d'une entreprise ou d'un collectif à réinventer la notion d'intergénérationnel. Parce que l'intergénérationnel, il doit se baser aussi sur, un, l'expérience, deux, les aptitudes aussi à intégrer de la technologie. Donc, en réalité, rien ne pourra remplacer l'expérience qui est faite d'humain, qui est faite d'émotions, qui est faite aussi de vie, hein, de vie professionnelle avec tout ce que ça comporte. Donc, je crois que ce sujet, en fait, de la technologie qui peut dépasser un certain nombre de collaborateurs qui sont moins appétents, qui sont en difficulté, doit être aussi revu à l'aune de comment je mets en place ou comment j'organise une vision intergénérationnelle au sein de mes équipes pour que ça continue à avoir du sens, quoi. Il y a Isabelle qui dit il faut effectivement pas oublier que l'IA ne remplacera jamais l'humain. Je crois Absolument. que c'est une belle conclusion. Alors moi, juste par rapport à la conclusion qu'on peut faire, parce que je crois que le temps passe, je pense qu'il faut qu'on soit tous RH, il faut qu'on soit vigilants. J'ai juste un petit mot un petit chiffre qui fait un peu peur. En août 2023, il y a une étude donc qui est sortie sur LinkedIn qui dit que en France, seulement 1,2% des offres d'emploi mentionnaient les compétences en IA en août 2023. Donc ça veut dire que, vous voyez, alors qu'on vient de voir à quel point aujourd'hui ça devient. Alors vous allez me dire en août 2023, c'est il y a presque un an, depuis ça a certainement dû beaucoup évoluer, mais on se compare avec nos voisins, 1,6 pour le Royaume-Uni et l'Allemagne. Attention de pas lâcher la rampe sur la partie de l'IA et de bien intégrer ça comme un point important. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point, il faut absolument qu'on soit tous convaincus que la sensibilisation, l'acculturation à l'IA, ça devient une compétence socle pour tout le monde, quelle que soit la capacité à l'utiliser ou pas, parce que même si on l'utilise pas, on va travailler avec des gens qui vont l'utiliser eux, et donc attention à cette fracture numérique qui peut arriver, et ça c'est juste important. Et puis juste pour vous donner rendez-vous, donc on vous invite à aller voir notre gamme avec Vincent, notre gamme de formation IA et les impacts sur les postures et les contenus professionnels chez Comundi, et on vous donne un rendez-vous le 17 décembre pour le second carrefour de l'IA organisé par Comundi, avec plein de contributions, plein d'exemples d'entreprises qui l'ont mis en place et des formations qui sont ou des contributions qui vont montrer concrètement comment ça a marché, les difficultés qui ont été rencontrées sur des sujets de métier, sur des sujets RH, sur des sujets de formation. L'idée, c'est l'IA, les mains dans le cambouis, comment ça fonctionne, comment on fait pour éviter les écueils. Et ça, c'est le 17 décembre chez Comundi. Merci. Ça sera hyper complémentaire avec ce qui a pu se dire aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient des exemples, du concret. C'est compliqué sur un webinaire, c'est qu'1 heure, hein, ça passe vite. Mais je pense que ça serait hyper complémentaire s'il y a un lien avec les infos, si
quelqu'un chez Comundi peut partager ça dans On va le partager, chat. on va vous enverra le programme. Et ben Vous voilà. soyez nombreux et on a fait déjà un carton sur le Carrefour la première édition. Et là, on veut vraiment vous proposer des choses, des expériences, parce qu'aujourd'hui, il en faut des expériences, parce que c'est de ces expériences-là qu'on va construire demain. Et c'est pas forcément l'IA qui va nous permettre de pouvoir capitaliser tout ça. Donc, soyons attentifs et soyons vigilants sur ces sujets-là. Top, super, merci Claire. Avant de se quitter, Vincent, un petit mot pour un mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Lequel est-il ? En fait, moi, ce qui m'a marqué hier, c'est que j'ai entendu qu'il y allait avoir juridiquement, on va être obligé de mentionner si un article dans un blog a été écrit par un IA ou pas. Ah bah ça, alors ça, je trouve ça génial. Moi, Voilà. pour moi qui écris des articles, Voilà. pour le coup, je Exactement. serais ravie de voir ça. C'est ça. Et au niveau de la formation, en fait, on a déjà toute une panoplie de petits logos qui sont en fait des labels. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants et de formateurs où on utilise ces logos-là qui ont été faits en Creative Commons et qui indiquent fait par un humain, fait par une IA, fait à moitié par un humain et une IA. Voilà, et donc, on arrive enfin à de la réglementation qu'il n'y avait pas forcément. La transparence. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Sachant qu'il n'y a aucune obligation légale pour ces logos-là, mais en fait, c'est une intention du formateur ou de l'enseignant d'indiquer sa source de données. Ouais. Super. Bah écoutez, je vois Claire qui dit vous êtes un chouette trinôme. Bah merci. Merci. Bah du coup, il me reste justement à vous remercier. Merci Claire, merci tout le monde, merci Vincent et Claire aussi. C'était hyper riche, il y avait beaucoup de choses. Moi, avec Culture RH, il me reste à vous donner rendez-vous aussi. On se retrouve le 13 juin, c'est déjà dans 7 jours. Hein. On parlera entretien et revue des talents, des bonnes pratiques à activer sur 2024. Jeudi prochain, ça se passe sur Culture RH, comme toujours. Moi, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, comme d'habitude, pour parler marque employeur et recrutement. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et encore, merci Vincent et Claire. À bientôt. Merci à vous. Très belle journée. À vous. Bonne journée. Merci. Merci Anaïs.